La mer, pour moi, c'est une passion. J'ai toujours vécu à proximité et c'est vrai que je ne me vois pas travailler autre part. Alors que ça soit l'océan Atlantique, la mer Méditerranée ou partout ailleurs dans le monde, je pense que voilà, c'est cette passion qui anime bon nombre de gestionnaires d'aires marines protégées. Les aires marines protégées, ce sont un ensemble de sites différents, délimités, sur lesquels on applique une gestion particulière en fonction des enjeux qui s'y trouvent. En Languedoc-Roussillon, nous avons 3 types d'aires marines protégées, donc les sites Natura 2000, une réserve naturelle nationale et un parc naturel marin. Natura 2000, ce sont essentiellement des espèces et des habitats listés sur lesquels il faut particulièrement s'intéresser. Une réserve naturelle nationale, c'est sur un périmètre un petit peu plus petit, mais avec des enjeux de conservation très forts et une réglementation appropriée. Et puis le parc naturel marin, qui a un périmètre beaucoup plus large, qui s'étend plus loin en mer et qui prend en compte l'ensemble des usages et également le patrimoine culturel. Le rôle du gestionnaire d'aires marines protégées est donc de concilier les enjeux de chacun, mais de faire en sorte bien sûr de préserver la biodiversité, qui est l'objectif à atteindre. Et l'Agence des aires marines protégées a, elle, pour but que l'ensemble soit cohérent et qu'il y ait vraiment ce réseau de constitués. Pour mettre en place des mesures de gestion, on a d'abord et avant tout le besoin de connaître, de mieux connaître à la fois la biodiversité, les espèces, les habitats comme je l'ai dit, également le fonctionnement des écosystèmes, mais également bien sûr prendre en compte l'ensemble des pratiques et donc mieux connaître les usages. La connaissance du milieu marin se fait bien sûr à travers les scientifiques, à travers les gestionnaires qui également communiquent cette connaissance, à travers les associations d'éducation à l'environnement qui sensibilisent le grand public, et puis finalement à travers tous les acteurs de la mer qui parlent de leur passion au quotidien et qui permet de faire découvrir ce milieu à tout le monde. Sur le littoral du Languedoc-Roussillon, le nombre d'usagers est vraiment important, à la fois du monde professionnel et des productions primaires, et puis également tout ce qui a trait à la sphère touristique, qui aussi représente un certain nombre de professionnels, mais aussi d'usagers de loisirs. Dans l'avenir, il faudra faire avec cette multiplicité d'acteurs, pouvoir se retrouver encore une fois autour de la table et vraiment gérer la mer ensemble. Donc c'est ma passion pour la plongée qui m'a amené à venir travailler sur l'eau et pouvoir la pratiquer dans mon domaine professionnel et partager cette passion et l'activité professionnelle. Donc j'étais amené à exercer ma profession sur l'eau par le biais de la gendarmerie qui dispose d'unités nautiques et dans lesquelles il faut avoir une spécialité soit de pilote d'embarcation ou bien de plongeur pour pouvoir y accéder. La première mission, celle qui est dévolue à l'unité, c'est tout ce qui est enquête subaquatique. La priorité, c'est la plongée sous-marine dans les enquêtes judiciaires. Ensuite, on va avoir les activités de contrôle. Contrôle de la plaisance pour faire respecter la réglementation entre toutes les activités existantes sur l'eau, qui sont en pleine croissance actuellement. Puis ensuite, tout ce qui est contrôle des pêches. Les chalutiers doivent respecter la zone de navigation, donc c'est la limite des 3000. En deçà de 3000, ils n'ont pas le droit d'y être. Ils doivent respecter la taille marchande des poissons, tout ce qui est petit et doit être rejeté à la mer. Et respecter surtout le maillage du filet pour avoir un filet réglementaire. On a également les petits métiers, ce sont des professionnels également de la mer qui ont une pêche beaucoup plus côtière et qui à l'issue de leur pêche, viennent vendre leurs poissons à l'étal sur le quai. Et donc nous sommes également amenés à contrôler si les poissons ramenés correspondent aux tailles marchandes et réglementaires prévues par les lois. Contrôle gendarmerie, il y a un gendarme qui va monter à bord du bateau, si vous pouvez relever les cannes s'il vous plaît. Les contrôles d'activité pour la plaisance, ça va être de faire respecter la réglementation maritime pour ce qui concerne le matériel de sécurité obligatoire. Les plaisanciers sont limités par le matériel embarqué, ils n'ont pas le droit d'avoir des filets à bord par exemple, et sont limités sur des palangres avec 12 hameçons, ou bien pratiquent la pêche à la canne, et là ils doivent s'assurer de respecter les mailles des poissons autant que les professionnels. La réglementation leur impose de sectionner la nageoire caudale pour éviter de retrouver les poissons en vente, car la vente de poissons issus de la pêche de plaisance est interdite. Et nous sommes aussi amenés occasionnellement à faire de la relation publique sur des manifestations nautiques principalement, puisque c'est notre domaine. Sur le secteur du Grau-du-Roi et d'Aix-Piguet, on observe l'explosion des activités nautiques et ce sont des activités qui ne font que se croiser en mer en plus de la plaisance
en plus de la pêche qui, elle, reste de façon permanente. La mer a besoin d'être divisée en zones pour la sécurité de chacun et permettre à tout type de pratiquant, quelle que soit son activité, d'évoluer dans une zone qui lui est propre et qui lui est surtout sécuritaire. J'ai commencé ma première saison de pêche en 72 avec un vieux pêcheur. On pratiquait la seine de plage. Ensuite, je me suis embarqué avec un patron à la mer pendant 2 ans et demi. Et après, j'étais patron en 76. Et depuis, je pratique ce beau métier jusqu'à aujourd'hui. Le pêcheur, il est polyvalent, suivant la ressource, suivant les mois. Il peut pêcher à la mer comme il peut pêcher à l'étang. En se partageant comme ça, la ressource, elle est quand même protégée. Sur notre prud'homme, jusqu'aux années 2007, on était presque 30 pêcheurs. C'est pas mal quand même. Alors, je pense que la diminution, c'est la ressource, c'est vrai. Manque de ressources et surtout ce qui nous impose. Il y a de plus en plus de charges. Et par rapport aux poissons qu'on pêche, il y en a qui ne s'en sortent pas. Celui qui vend au détail, il s'en sort. Parce qu'il arrive à vendre un bon prix. Mais celui qui le vend au prix de gros, à la criée, ça dépend des moments. Le prix, il n'est pas juste. Je pense que le pêcheur il a compris qu'en pêchant du beau poisson, il pouvait le vendre mieux, plus cher. D'où l'intérêt de faire des pêches sélectives. Le chalutier, bon, il essaye de faire un effort. Le problème, c'est que souvent, il y a du petit poisson, ils sont obligés de le rejeter et ce poisson, il est perdu. S'il vient à l'intérieur des 3000, c'est sûr que pour les petits métiers, c'est pas bon. On est tous des pêcheurs, on doit être tous main dans la main. Le problème, c'est que des fois, il y a manque de respect. Pour la plaisance, les bateaux, bon, il y en a beaucoup qui passent à fond au bord. La zone est 300 mètres. Là, souvent, ils nous font des dégâts. Ensuite, le planche à voile, bon, quand il y a du grand vent, ils sont des centaines à le pratiquer. S'ils passent dessus avec l'aileron, ça fait une croix sur le filet. Ça peut déchirer sur plusieurs mètres. Oui. On perd la journée pour réparer le filet et des fois on a plusieurs jours. Du moment qu'on se respecte, je pense qu'on pourra continuer à exercer le métier de la pêche et eux à faire dans le planche à voile. On sait qu'il y aura de plus en plus de monde, donc ça sera de plus en plus difficile à nous d'être sérieux et de se respecter. Il y a de la place pour tout le monde, le soleil il est levé pour tout le monde. Alors ce qui m'a amené à la mer, c'est vrai que c'est beaucoup quelque chose lié aux souvenirs d'enfance et au bon moment au final passé au bord de l'eau avec un attrait pour ce milieu-là et puis plus tard une passion qui s'est dégagée, beaucoup de curiosité. Et très vite, orienté vers ce qui me passionnait, le milieu marin, je me suis rendu compte en connaissant un peu mieux ces milieux-là qu'il y avait une nécessité de communiquer, de sensibiliser. Donc c'est dans un second temps que la phase de sensibilisation et éducation elle est venue et au final voilà, c'est devenu mon métier. Alors pour créer un outil adapté à l'heure actuelle en éducation à l'environnement, on a besoin déjà de connaître les éléments du territoire qu'on souhaite valoriser, nous à savoir le milieu naturel marin. On a un grand besoin d'être informé sur l'actualité des problématiques, l'actualité de nos thématiques liées aux différents usages. Et donc en lien avec cette actualité-là, on a besoin d'un contact permanent avec les usagers du territoire. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un panel de problématiques qui n'étaient pas traitées, pour lesquelles en fait des alternatives existaient, mais il n'y avait aucune communication qui était faite là-dessus et elle n'était pas connue du grand public. Les livrets pédagogiques Éco-Gestes, au nombre de 4 volumes, sont exactement conçus de cette manière, c'est-à-dire prévoir à un moment donné un message qui va clairement identifier une problématique et face à cette problématique, proposer des alternatives très concrètes en matière d'équipement ou d'usage, tout simplement. Le fait qu'on soit de plus en plus à profiter et à utiliser la mer comme ressource, comme outil professionnel, comme lieu de vacances, lieu de retraite ou lieu de vie tout simplement, ça demande à un moment donné de se tourner les uns vers les autres et d'apprendre à vivre ou travailler ensemble en ayant l'idée commune d'un avenir durable pour cette ressource-là.
Nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est qu'on prenne en compte l'éducation là-dedans et le fait de pouvoir valoriser cet outil d'avenir qu'est la mer. Alors comment je suis venu à la mer? Moi, bien sûr par la pêche de loisirs qui m'a été transmise par mon grand-père. Et mes premières émotions au bord de l'eau quand j'avais 5-6 ans et que je sortais mes premiers poissons. Et qui font qu'aujourd'hui, 25 ans après, je suis encore mordu de pêche et je continue à essayer de revivre ces mêmes émotions que j'ai connues à mon plus jeune âge. Ouais, donc après avoir débuté ces techniques aux appâts naturels, je suis passé à la pêche au leurre, qui est vraiment ce qui me fait vibrer aujourd'hui. La pêche au leurre, donc c'est les espèces carnassières qu'on va essayer de leurrer. Ça va du loup jusqu'au thon, en passant par d'autres espèces comme le maquereau, l'oblade, les bonites, etc. L'activité consiste à aller duper des poissons avec des imitations de poissonnés, que ce soit en matière dure, en matière souple, et s'amuser avec lui et le relâcher, le laisser repartir et le piquer une prochaine fois plus gros. Toutes les techniques de pêche ont besoin d'une connaissance du milieu. Je pense que pour arriver à piquer un poisson et le tromper quelque part, il faut obligatoirement le connaître. Et du coup, dans les connaissances qu'on a besoin d'avoir, c'est aussi ces périodes de reproduction, c'est des choses qu'on respecte de plus en plus chez les pêcheurs de loisirs, des choses sur lesquelles on milite également, où on va laisser certaines espèces tranquilles pendant leur reproduction pour mieux jouer avec eux après cette période-là. C'est des informations qu'on a également facilement sur Internet, qu'on a également dans certains magasins de pêche où on peut retrouver des petits dépliants qui vont communiquer sur à la fois les tailles légales de capture et à la fois les périodes de reproduction. Ça fait partie notamment d'un des outils qui avait été développé par une association sétoise, Voile de Neptune. Alors il y a de plus en plus de pêcheurs de loisirs, ça j'en suis convaincu. Je le vois tout simplement en bateau quand je sors, je le vois quand je me balade le long des quais. Et pouvoir pêcher un poisson ou partager la prise d'un poisson avec un bateau à proximité, ça peut faire partie aussi de l'amusement. Au niveau du partage de l'espace, je pense que tout le monde se respecte à la mer, chacun dans son domaine de compétences. On a les petits métiers, pêcheurs artisanaux qui pêchent sur nos côtes. Nous, pêcheurs de loisirs, on y pêche également. Si on avait peut-être plus d'occasion de pouvoir partager, échanger ensemble, on s'apercevrait qu'au final, on est tous des passionnés de la mer. Et en aucun cas, on se gêne les uns les autres. Simplement, on partage le même environnement. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours des souvenirs qui sont liés à la mer, de mes grands-parents qui m'emmenaient à la plage de Saint-Vicent, à Collioure, mes premières apnées au phare vert, ou mon père qui sort de l'eau avec son matériel de plongée. C'est des images qui font partie de mon enfance et qui sont mêlées à chaque fois à la mer. Ce qui amène les gens à plonger, je pense que les films de Cousteau, de Nicolas Hulot, de Balesta, les documentaires sur la faune et la flore dans le monde entier, dans toutes les mers du monde, ont énormément contribué à cet engouement. Et après, faire de la plongée, c'est pas non plus complètement anodin. Il y a une première étape à passer, c'est celle de respirer avec un appareil sous l'eau. Une fois que cette étape est franchie, on se retrouve exactement comme un poisson dans son milieu et il ne reste plus qu'à profiter de ces instants, de contempler ce nouveau monde pour prendre un maximum de plaisir en plongée. Le rôle d'un club de plongée, c'est d'amener justement le grand public à pouvoir participer à cette expérience. Il y a toujours deux facettes dans la formation, la partie technique qui lui permet d'évoluer plus ou moins profond et la facette environnementale pour qu'il puisse adapter sa façon de plonger aux zones dans lesquelles il va pratiquer l'activité. Par exemple, dans une réserve, les navires à support de plongée pourraient jeter l'ancre. On va limiter leur impact en mettant en place des zones de mouillage organisées pour protéger les fonds. La mer était un espace qui était un petit peu réservé aux pêcheurs et à certains plaisanciers, on va dire, qui maintenant devient aussi une ère de jeu, de découverte, de plaisir pour bon nombre de nouveaux utilisateurs.
faut rester vigilant par rapport à la fréquentation et aux effets que cela peut induire sur le milieu. Maintenant, grâce à la sensibilisation, aux efforts pédagogiques qui sont faits dans les structures et dans les clubs associatifs, je pense qu'on est à même de contrôler cette évolution sans avoir à augmenter le niveau de répression ou de contrôle qui pourrait être fait. C'est au niveau des centres de plongée et des clubs que nous devons prendre conscience des enjeux liés au milieu maritime et au monde sous-marin. Les restrictions, il vaut mieux qu'on se les impose plutôt qu'on nous les impose. La mer, c'est un espace de liberté. Il faut que, si on veut que ça le reste, il faut absolument que chacun fasse attention à son comportement et protège ce milieu. Alors comment j'ai découvert la mer? Alors c'est au travers de mes études en fait, à l'université, et en fin de licence, il y a des thèmes autour de l'écologie marine, il y avait des matières comme ça. Et donc je me suis inscrit et puis j'ai mis un orteil dedans, et après je n'ai pas lâché l'écologie marine. Ensuite j'ai pu visiter les stations marines, et c'est là où j'ai découvert ma passion pour la mer. Alors, les activités d'un chercheur en écologie marine, il y en a une principale, c'est être dans l'eau. Dans l'équipe, on est tous plongeurs scientifiques. Bien sûr, en amont, on prépare les projets, on rédige des projets, mais très rapidement, le travail principal, ça va être des plongées pour des comptages de poissons, pour faire des cartographies d'habitat, et bien sûr, ensuite, on retourne au labo pour traiter toutes ces données. Donc, en écologie marine, il y a eu, on va dire, depuis 20-30 ans, il y a eu 3 phases. Une première phase, ça a été la description. On a décrit les espèces, on a vu les assemblages de poissons, puisque on travaille principalement sur les poissons. Et puis dans un deuxième temps, on s'est attaqué à quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est le fonctionnement des écosystèmes. Et là, il a fallu comprendre quels étaient les habitats qui étaient utilisés, les fonctions écologiques, les nurseries, les zones de reproduction. Et puis la dernière phase actuellement, c'est plus de tendre vers l'application. À quoi vont servir ces résultats fondamentaux? À des choses appliquées, et entre autres à aider les gestionnaires des aires marines protégées. Un exemple concret, ça va être une espèce emblématique en Méditerranée, c'est le mérou brun. Le constat, ça a été une disparition quasi totale des côtes françaises. Et à partir de là, les scientifiques ont essayé de voir, déjà de faire une estimation de l'état des stocks, au minimum, qui est resté. Donc il en restait dans le parc national de Porquerolles et dans la réserve marine de Cerbère-Banyuls. Et donc là, l'intérêt typiquement pour cette espèce, ça a été de favoriser son retour grâce aux aires marines protégées, mais en y ajoutant un outil complémentaire réglementaire, c'est-à-dire un moratoire. Et là, en fait, c'est créé autour du groupe d'études des mérous. On s'est retrouvé entre scientifiques, gestionnaires, usagers, et on a mis à plat tous les problèmes et les solutions qu'on pouvait apporter en termes de gestion, mais aussi en termes de connaissances scientifiques. Et c'est là où on se retrouve avec les différents acteurs. Donc un des leviers importants pour soutenir la recherche scientifique en France, c'est lorsque les collectivités s'impliquent. C'est le cas à Port-Barcarès, ce qui nous permet de dynamiser nos recherches à l'échelle locale, nationale, voire internationale. La biodiversité marine, elle n'est pas uniquement intéressante en termes de ressources halieutiques ou en termes de loisirs, c'est que l'homme a sa place, et comme toutes les espèces. Et le problème, c'est quand on perd une espèce, c'est pas trop grave, mais quand, un peu comme sur un pull, une maille saute, mais si c'est toutes les mailles qui sautent, à un moment donné, tout le système va s'effondrer. Et le problème, c'est qu'on en fait partie, donc il faut qu'on préserve vraiment cette biodiversité marine.